Quelques heures avant de quitter Niamey, où s'est tenu le 33e sommet de l'Union africaine, le président de la République a accordé un moment de change aux Congolais vivant au Niger. Tricolore national en main, ce compatriote, dont certains ont parcouru les 15 heures de route qui relient Cotonou, capitale du Bénin, à Niamey, ont exposé au chef de l'État sans langue de bois tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Répondant à la problématique de la double nationalité, difficulté lui exposée par certaines familles qui ne peuvent retourner dignement au pays, le premier de Congolais a rassuré ce compatriote en promettant que des réformes sérieuses seront entreprises pour s'assurer de la contribution de tous au processus de développement du pays. À ceux qui éprouvent des difficultés pour un retour volontaire, le chef de l'État a instruit le chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC au Bénin, qui couvre également le Niger, de prendre de mesures urgentes pour leur permettre de regagner leur terre natale en toute quiétude. Je tiens à cœur ce dossier et promets une solution au-delà de vos souhaits. C'est en ce terme que le président de la République a répondu à une association de femmes venues de Cotonou et qui sollicitait son intervention pour le retour dans les airs béninois du léopard volant Congo Airways. Pour inciter les jeunes de la diaspora à revenir investir au pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la mise en place d'un fonds de garantie pour appuyer les projets bancables développés par les jeunes âgés de 18 à 40 ans avec des avantages fiscaux considérables. Avant de prendre congé de ses compatriotes, le chef de l'État a encouragé une femme entrepreneur qui commercialise de produits naturels contre le paludisme à revenir investir au pays. Une invitation reçue avec joie par cette Congolaise de la diaspora. Le sommet de l'Union africaine, le 33e de genre, a vécu à Niamey, au Niger. Plus de 4000 délégués et invités, dont 32 chefs d'État et plus de 100 ministres, étaient présents à ce grand événement qui a consacré le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. 54 de 55 pays de l'Union africaine, dont la RDC, constituent ce nouveau marché. Le chemin est encore long, a commenté le président égyptien et président en exercice de l'Union africaine. Un avis partagé par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pense qu'au-delà de l'aspect prometteur de l'entrée en vigueur de cette zone, la question du retour de la paix et la sécurité dans différents pays demeure une priorité. Je reste très optimiste, je suis d'ailleurs moi-même un militant engagé de la cause, mais il y a beaucoup d'objectifs à atteindre d'abord. Tout le monde semble disposé à avancer, mais le vrai problème pour moi, c'est d'abord la paix et la sécurité partout. C'est un objectif que l'Union africaine s'était fixé pour 2020, mais je crois qu'on n'est pas très bien parti pour ça, pour l'atteindre. Mais moi, j'en fais vraiment une priorité. Il faut d'abord pacifier tout le continent, mettre hors d'état de nuire toutes ces bandes armées et mettre fin à tous ces conflits interethniques, etc. Et ce n'est que là qu'on pourra penser maintenant à cette zone de libre-échange, à son effectivité. Mais on a encore le temps, hein. L'objectif, c'est 2063. Ce marché, qui devrait être actif à partir de 2020, doit réunir près d'1 milliard de personnes. L'Union africaine estime que la mise en œuvre de l'ASLEC permettra d'augmenter de près de 60% d'ici 2022 le commerce intra-africain. Répondant aux questions de journalistes sur la condamnation de Bosco Ntaganda par la CPI, le président de la République renseigne qu'il respecte la décision de la justice internationale qui, espère-t-il, avait toutes les informations pour prendre sa décision. Avant de quitter les champs de caméra, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas caché sa déception après la défaite des Léopards en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. J'étais très révolté. La RDC a très bien joué, mais nous avons été victimes de l'arbitrage. L'arbitre nous a refusé 2 pénaltys en bonne et due forme, et ça c'est inacceptable. Mais bon, c'est le jeu. Que le jeu continue. Peu avant le crépuscule, ce lundi 8 juillet 2019, le couple présidentiel de la RDC a quitté Niamey à l'issue d'un moment d'échange avec les chefs d'État du Niger, pays organisateur du 33e sommet de l'UIA, et celui du Tchad. Après le passage de troupes en revue, Mohamedou Issoufou a accompagné ses hôtes jusqu'au pied de l'avion en direction de Kinshasa. Et c'est dans la soirée que le couple présidentiel a regagné le pays par l'aéroport international de Ndjili. Au bas de la passerelle, les autorités administratives, militaires et politiques étaient présentes pour l'accueillir. Après les honneurs, le cortège présidentiel a pris la destination de sa résidence.
L'Union africaine vient de réaliser un rêve caressé depuis la nuit des temps par Kwame Nkrumah, un des pères du panafricanisme. Il s'agit de la zone de libre-échange, une nouvelle structure économique adoptée récemment par les chefs d'État au 33e sommet de Niamey au Niger. La zone de libre-échange est l'une des étapes d'une intégration régionale économique. C'est d'ailleurs la première étape qui consiste pour les États et les citoyens qui composent ces États d'échanger librement des biens. Alors ici, il s'agit bien d'un domaine du commerce international. Une zone de libre-échange, c'est un accord qui consiste notamment à faire en sorte que dans les différents pays tiers, comme les pays africains, on puisse démanteler des droits des douanes, démanteler différentes barrières physiques et tarifaires. Donc lorsque des marchandises vont passer d'un pays à un autre, vous n'aurez plus la douane pour vous exiger payer la douane sur ceci, payer les droits de douane sur ça. La zone de libre-échange, à la fois une vision, a besoin de tout un dispositif de mesures pour qu'elle atteigne ses objectifs à l'échelle continentale. Je pense que c'est une très bonne décision et ce sont des engagements internationaux, n'est-ce pas? Ce sont des traités internationaux, c'est un engagement de l'Union africaine. L'étape suivante, c'est qu'il faudra que nos parlements puissent effectivement voter ces traités pour que ces traités puissent nous engager la République. Non, j'ai dit qu'on prenne des mesures idoines, des mesures propices pour permettre à ce que l'on mette l'accent notamment sur l'agriculture. Parce que nous devons effectivement être non pas seulement des sujets, mais des acteurs de la zone de libre-échange. Pour être acteur, il faut avoir des biens à échanger. Or, dans le cas d'espèce, le Congo peine encore à produire des biens à exporter, à échanger avec ses pairs. Cela risque d'être un handicap pour la République. La République démocratique du Congo, qui a souscrit à cette nouvelle démarche socio-économique, a tout intérêt à créer un climat favorable en interne afin que la zone de libre-échange lui soit profitable. Il faut voir l'avenir. Nous sommes appelés à vocation à être les greniers de l'Afrique. Avec ce que nous avons comme capacité au niveau potentiel au niveau agricole, nous serons en mesure de contribuer à la réduction de la pauvreté, de la carence alimentaire dans le monde. C'est-à-dire des usines qu'on peut installer en RDC pour pouvoir approvisionner l'ensemble de l'Afrique du sud au nord et de l'est à l'ouest, puisque nous sommes au cœur. Donc nous avons une position géographique essentielle. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'industrialisation. L'industrialisation est importante pour arrêter simplement d'exporter nos matières premières sans valeur ajoutée. J'aurais souhaité que le pouvoir public prenne toutes les mesures pour permettre à ce que la production locale soit une priorité. C'est de cette production locale que nous allons avoir des biens à échanger dans le marché dit zone de libre-échange. Pour cet étudiant de l'Université protestante au Congo, UPC, nous sommes à l'heure du donner et du recevoir et que la République démocratique du Congo doit faire preuve d'imagination pour résorber le chômage. Sur le plan de l'emploi, la zone de libre-échange peut être un moteur, n'est-ce pas, de lancement en matière de l'emploi. Parce que quand il y a transfert des biens et qu'il y a également transfert de compétences, nous pouvons avoir la facilité aujourd'hui pour nous autres jeunes étudiants de nous retrouver devant d'autres facettes qu'on n'avait pas connues dans notre pays. Et ceci peut faciliter à ce qu'il y ait éradication du chômage et par ricochet de l'emploi. Voilà pourquoi nous disons également que cette zone de libre-échange peut être à califourchon entre la stimulation de la production africaine, mais également permettre à ce que le peuple congolais lui-même ait de l'emploi. Mais la crainte est lorsque l'État ne soutient pas le peuple à créer, à produire, à innover. Mais la crainte que nous sommes en train d'émettre, c'est lorsque l'État ne soutient pas la population locale dans la production ou ne stimule pas la population à des innovations. D'après ces hommes des sciences, la zone de libre-échange est une opportunité que le Congolais en particulier et les Africains en général doivent saisir, l'exploiter à fond et surtout travailler en synergie avec les autres États pour tirer tous les dividendes en termes de création de richesses.
Ils sont venus de toute la République et de certains pays limitrophes. La journée est sacrée pour la communauté Ngweshe. Personne ne veut rater le Mubande 2019. L'homme, c'est le très charismatique Mwami Pierre Ndatabaye Weza III. Très respecté et écouté, il est même l'icône chez les Bashi et spécialement c'est des Ngweshe en territoire de Wallougou. Voilà ce qui explique la présence du directeur de cabinet du chef de l'État, fils du terroir, Vital Kamerhe, pour témoigner l'importance qu'attache le président de la République à cette communauté. Selon Mwami Pierre Ndatabaye, la culture est un facteur important de développement. Présent à cette cérémonie, Mwami Munongo Mwenda Bantu Godefroy, président de l'Alliance nationale des autorités coutumières du Congo, qu'accompagnaient plusieurs autres chefs coutumiers de la RDC et ceux d'Afrique, ont tenu à témoigner leur respect et soutien à celui qu'ils appellent le doyen Pierre Ndatabaye. Au nom du président de la République, Vital Kamerhe a rappelé la volonté de Félix Tshisekedi de mettre en place des tribunaux coutumiers pour résoudre certains problèmes à la base. Nous devons redonner l'espoir à ce peuple qui nous regarde. Ce peuple doit croire à la vision du président Félix Tshisekedi qui a pris l'engagement ici à Wallougou sous la pluie de faire de la lutte contre l'insécurité sa première priorité. Ça va se faire. La cérémonie des Mubande est annuelle. Elle vise à bénir les semences des sujets pour espérer à une production et moisson abondante à la prochaine saison culturelle. La volonté du gouvernement de la République de refonder le système des finances publiques en y intégrant l'approche de gestion axée sur le résultat avec notamment le budget programme à mettre en œuvre dans les jours à venir. La RDC avait sollicité et bénéficié de l'accompagnement du Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique du Fonds monétaire international. Les recommandations d'Afritac Centre sont évaluées en atelier de 2 jours à Caritas Congo avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet Profit Congo. Le budget en mode programme, c'est quoi? Ça permet tout simplement de savoir exactement pourquoi les allocations budgétaires sont faites. Les allocations budgétaires qui sont faites vont dans le sens de la résolution de quel type de problème au niveau des ministères sectoriels. Un effort considérable a été fait donc, par le gouvernement dans ce sens, parce que nous avons appuyé les services techniques à faire à peu près 13 projets annuels de performance. Mais aujourd'hui, on est à 23 projets annuels de performance. Devant les parties prenantes, Raymond Doudi, secrétaire général au budget, qui a ouvert ses travaux, a rappelé que seront présentés la synthèse des documents, des performances et de l'approche budgétaire programmatique, celle orientée vers la performance au niveau annuel couplée au rapport. L'occasion était également offerte au coordonnateur adjoint du COREF, Babi Vangou, de présenter le projet de décret sur la gouvernance budgétaire. Ces décrets précisent d'abord les conditions de la formulation de la politique budgétaire, déterminent les règles qui président à l'élaboration. Enfin, les dispositions de ces décrets réglementent la manière dont la transparence budgétaire doit être démise en ce qui concerne les finances publiques en République démocratique du Congo. Les guides vont constituer un premier pas dans l'élaboration d'une méthodologie partagée des premières années d'application. Le ministre de l'Agriculture intérimaire, le professeur Tchiba Nkalala, a pris part à la 5e édition du sommet Italie-Afrique du secteur agricole, réunion présidée par le ministre italien des Affaires étrangères dans la ville de Rimini. Le représentant de la République démocratique du Congo, le professeur Tchiba Nkalala, a saisi l'opportunité offerte par cette vitrine internationale pour faire connaître au monde les immenses potentialités dans le domaine agricole. Tchiba Nkalala a affirmé que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dispose des terres arables, d'un important réseau hydraulique et d'une démographie allant jusqu'à près de 85 millions d'habitants. Une autre importante activité déployée par le ministre Tchiba Nkalala à Rome, c'est sa participation à la 41e session de la conférence de la FAO tenue du 22 au 29 juin à Rome. Le ministre de l'Agriculture intérimaire de la République démocratique du Congo a représenté son pays à ses assises. Le temps fort de cette 41e session, c'est l'élection du nouveau directeur général de la FAO, le Chinois Chu Dong, qui succède
à Casanio da Silva à la tête de cette institution. Le professeur Tshibang Kalala a eu des entretiens fructueux avec le nouveau directeur de la FAO et a obtenu l'engagement de cette institution de soutenir le développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Et moi, en tant que ministre de l'Agriculture de la République démocratique du Congo, je ne pouvais que venir le voir et parler aussi avec lui de la situation de l'agriculture en République démocratique du Congo, de nos projets, de nos priorités, et de voir avec lui ce qui peut être fait avec le soutien technique, financier, intellectuel de la FAO pour le développement de l'agriculture dans mon pays. La RDC doit communiquer dans le bref délai ses priorités dans le secteur de l'agriculture pour permettre à la FAO d'élaborer un programme d'urgence pour le développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Le moyen et les conseils. Nous avons besoin de deux choses, les moyens et les conseils techniques auprès des experts. Nous allons bénéficier de leur expertise pour de meilleurs rendements, surtout que des difficultés sont énormes. Ils ont besoin de formations pour améliorer leur rendement. Les agriculteurs de Kinshasa et ses environs pourront désormais renforcer leur capacité ici, au Centre national de vulgarisation agricole, bâti à Ndjili-Sekomaf, un site de grande production maraîchère de Kinshasa, avec 3 salles de cours, un laboratoire, une salle d'exposition, des bureaux, un dépôt, un équipement informatique équipé du réseau Wi-Fi. Ce centre de formation entièrement achevé sera totalement équipé pour jouer pleinement son rôle. Avant la remise officielle et l'inauguration, le secrétaire général à l'agriculture Évariste Bouchabou Bopeming s'y est rendu pour une visite d'inspection en compagnie de la délégation de la COICA qui a financé les travaux. Travaux exécutés à la satisfaction de tous. Les femmes veuves et regroupées au sein de leur structure, Alliance des missionnaires pour la paix, AMPI, veulent rester unies pour bien défendre leur cause. Dans le cadre de leur action de prière et intercession en faveur du président de la République et la paix en RDC, ces veuves, environ 40 000 enregistrées pour l'ensemble du pays, dont un échantillon de veuves de Kinshasa, sont allées rendre une visite de réconfort et de consolation à Mme Marthe Tshisekedi, choisie première veuve de la RDC à titre symbolique. Au-delà de cette consolation, ces mamans veuves, avec en tête leur président, le pasteur Justin Ngoy Lupemba, surnommés les fiancés de veuves, veulent asseoir leur structure et bénéficier de l'appui et la reconnaissance des autorités du pays. Préoccupation soumise à celle qu'elles appellent la première veuve d'entre elles. Par son rang, la veuve Marthe Tshisekedi pense ces regroupements de veuves est la mieux placée pour apporter leur plaidoyer auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisqu'un présent fait toujours du bien de tous les côtés qu'il peut se tourner, ces mamans veuves ont apporté un cadeau d'une vache, preuve de leur affection et attachement à la veuve Tshisekedi. Pour sa première édition, l'exposition commerciale et économique Chine-Afrique a connu la participation de plusieurs pays africains, dont la République démocratique du Congo. Au centre des activités, la promotion du commerce et celle des investissements entre la Chine et l'Afrique. Comme la plupart des pays présents, la République démocratique du Congo a érigé un stand à l'image de ses richesses. Celui-ci était un cadre approprié pour vendre les opportunités d'affaires aux investisseurs chinois et ceux du reste du monde, mais aussi un créneau par lequel il fallait vulgariser à grande échelle les différentes réformes opérées au pays dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires. Prenant part au panel sur la coopération industrielle Chine-Afrique, Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI, a présenté les opportunités de la République démocratique du Congo dans les secteurs productifs et a lancé un appel pathétique aux chefs d'entreprise présents à cette activité foraine de venir investir au pays. Dans le cadre de la promotion des investissements proactifs, Anthony Kinzo a eu le privilège de visiter la firme Sany, spécialisée dans la fabrication des engins lourds. Visite qui s'inscrit dans les perspectives du déploiement prochain de Sany en République démocratique du Congo par l'ouverture d'une de ses filiales.
L'ANAPI a même signé un protocole d'accord avec une firme spécialisée en agriculture pour permettre aux fermiers, moniteurs et techniciens agricoles congolais de bénéficier des modules de renforcement des capacités. Cette ouverture de la République démocratique du Congo au monde, boostée par la volonté du chef de l'État, promet des jours meilleurs pour les secteurs des investissements au pays. Après le 14e sommet de la francophonie tenu à Kinshasa en 2012, la RDC est de nouveau à l'honneur avec l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en 2021. Pour ce premier contact, l'ambassadeur de France accrédité à Kinshasa, M. François Pujonas, a encouragé le ministre de la Coopération au développement John Kwet-Moine Kwet, car il ne ménage aucun effort pour porter haut la voix de la RDC au niveau des instances du monde francophone. Le diplomate français a félicité la RDC pour avoir obtenu l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie. Et j'ai rappelé au ministre le contenu de la décision qui avait été prise à Paris pour accepter cette candidature, à savoir un certain nombre de demandes précises qui ont été adressées aux autorités de la RDC pour commencer à mettre en œuvre la préparation de ces Jeux dans les prochains mois, de façon à pouvoir confirmer à l'automne prochain que les Jeux pourront effectivement bien se tenir à Kinshasa en 2021. Pour le ministre de la Coopération au développement John Kwet-Moine Kwet, on ne peut pas parler de la francophonie sans la RDC. Il se dit déterminé à mobiliser tous les partenaires impliqués dans l'organisation de ce grand événement planétaire des pays qui ont en partage la langue française. L'excellente relation d'amitié et de coopération entre Kinshasa et New Delhi a été saluée par l'ambassadeur de la RDC en Inde, Mme Rosette Mosigna-Malé. C'était au cours d'une journée culturelle dénommée Congo Food Festival au profit des produits alimentaires de la RDC. Belle occasion pour l'ambassadeur Rosette Mossi d'assurer la promotion de l'image de marque de notre pays dans toute sa diversité culturelle qui constitue une richesse inestimable. Notre foi ferme est que demain, dans un avenir très proche, la République démocratique du Congo, de par sa richesse humaine, minière, hydraulique, forestière, culturelle et j'en passe, deviendra également un pays émergent et développé. L'activité principale proposée en ces jours est la cuisine congolaise. Elle représente bien l'identité culturelle des Congolais, parce que variée et ancrée dans la tradition, elle est aussi largement tournée vers l'avenir et la modernité. La découverte de la cuisine congolaise dans son ensemble, la musique et la danse étaient au rendez-vous. Le passage civilisé du pouvoir en RDC était également salué par la diaspora à cette rencontre. En marge de la commémoration du 59e anniversaire de notre pays à l'indépendance, l'ambassadeur avait invité la diaspora congolaise dans un élan de solidarité au travail pour la prospérité. Tous les participants ont prié pour la paix de la nation congolaise. L'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est résolument engagée à accompagner le chef de l'État dans sa lutte contre le chômage et à l'instauration d'un État de droit. Pour réussir ces paris de la reconstruction, il faut des cadres bien formés et des femmes capables de soutenir la politique du père de la nation. Dans cet élan, la SOFATI a organisé une formation en sécurité, protocole et entrepreneuriat. Objectif, renforcer les capacités de ceux qui sont appelés à la gestion. Pour Jean-Pierre Tshisekedi, il faut faire la politique autrement en posant des actions concrètes à impact visible qui touchent les sociales de la population. La présidente de la Ligue des femmes de la SOFATI reste convaincue que cette formation vient à point nommé car elle va contribuer à donner aux femmes ce qu'elles ont besoin pour leur autonomisation. De dire que la formation et l'information, ce sont de grands paramètres pour le développement d'un pays. S'il n'y a pas cette formation-là, s'il n'y a pas une information à donner au peuple congolais, c'est trop difficile de parler du développement. C'est comme ça que la Ligue de femmes de la SOFATI a organisé cette séance qui est la première de formation pour remettre à niveau certaines mamans et les enfants
de façon qu'il soit utile à la nation congolaise. Les clous de cette formation, c'est la remise des brevets aux lauréats qui saluent cette initiative. C'est une mise au point que le présidium du regroupement politique de l'Alliance pour l'avenir, AAA-A, a tenu ce mardi pour éclairer l'opinion de certains membres du regroupement en malaise. Le Congrès national congolais, CNC, ne s'est pas accaparé de tous les postes de l'Alliance au sein du gouvernement congolais. Le secrétaire général de l'Alliance des paysans et indépendants et cadre de AAA, Pascal Rukengwa, a été dépêché dans le Haut-Katanga pour mettre un terme à ce malaise. Ce mardi, il a tenu un point de presse. Entouré de ses pairs, Pascal Rukengwa a résumé son intervention dans ce sens. Bar Petita est une grande famille politique, un grand regroupement politique qui fait partie d'une grande famille politique, le FCC. C'est d'appeler tout le monde, tous les membres du regroupement de revenir dans les rangs. De revenir dans les rangs et de revenir au bon sentiment. Le panier continue à tourner. L'occasion aussi de rappeler tous les membres du FCC, suivez mon regard, de revenir dans les rangs. Ça ne sert à rien de nous battre sur la place publique en ce moment où nous devons consolider la famille politique. Quant à la position du choix du président du Sénat, Pascal Rukengwa a dit ceci. Nous, on est loyal à l'autorité morale du regroupement de la famille politique FCC. L'autorité morale a désigné, avec l'appui de tout le comité politique du FCC, un candidat au Sénat. Nous soutenons ce candidat sans faille. L'Alliance pour l'avenir est un regroupement politique membre du FCC, Front commun pour le Congo. Les délégués des 11 provinces concernées par le projet de développement du système de santé, les structures du ministère de la Santé impliquées dans ce projet, ainsi que le partenaire technique et financier se sont réunis pour faire la revue à mi-parcours de ce projet essentiellement concentré sur le développement du système de santé. Le ministre de la Santé, Dr Oli Lunga Kalenga, qui a ouvert ses assises, est revenu sur l'objectif et l'impact de cette évaluation à mi-parcours. Cet atelier, ces 3 jours de travail ont en fait plusieurs objectifs. Le premier, effectivement, de partager les résultats à mi-parcours du PDSS. Le deuxième objectif, c'est de partager ensemble les observations, les appréciations et les analyses qui sont faites par les principaux acteurs de la mise en œuvre. Et c'est aussi l'occasion, durant ces 3 jours, d'évaluer l'adéquation de toutes les dispositions et les mécanismes institutionnels qui ont été mis en place pour soutenir la mise en œuvre du programme. Et enfin, il est important d'évaluer ensemble les actions d'amélioration par rapport à tous les enjeux et par rapport à tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre système de santé. Les PDSS, programmes du gouvernement financés principalement par la Banque mondiale et d'autres partenaires, viennent en appui par la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire. Les principaux bénéficiaires du projet de développement du système de santé sont entre autres les femmes et les enfants de moins de 5 ans dans les 156 zones de santé. Les délégués des 11 provinces ont procédé chacun à une présentation des résultats de la mise en œuvre de leurs provinces respectives, tout en relevant les difficultés et obstacles avant de proposer des recommandations. L'affaire Immeuble Agence Congolaise de Presse ACP, menacée de vente par des personnes sans qualité ni titre et qui s'arrogent le droit des propriétés, eh bien, cette affaire poursuit son cours normal au palais de la justice à Gombe. Les cadres et les agents de cette grande entreprise de presse qui milite pour un état des droits en République démocratique du Congo ont marqué leur présence au procès. Une manière pour eux d'interpeller la justice congolaise et les autorités au plus haut niveau du pays afin de décourager toute pratique tendant à spolier leur immeuble. Nous faisons appel aux autorités de ce pays pour que
elles mettent toutes les batteries pour protéger cette concession. C'est une concession de l'État, donc l'État ne peut pas aliéner son propre bien. Et en cette période où le chef de l'État a fait de la lutte contre la corruption comme priorité, donc nous pensons qu'il s'agit là d'une escroquerie, il s'agit là d'une mafia organisée, et ça nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Donc nous pensons que nous avons besoin de la protection de l'État pour que ce patrimoine-là ne soit pas spolié. Le tribunal a mis cette affaire en délibéré pour qu'il se prononce le délai de la loi. En fait, le délai de la loi, c'est pratiquement 8 jours. Mais on ne sait pas, ça peut aller de 8 jours, 15 jours et ainsi de suite. Déterminée, la direction générale de l'ACP ne lâchera pas prise et reste droit dans ses bottes. Pour elle, son cadre de travail n'est pas un bien sans maître, par contre une propriété de l'État congolais et que personne ne peut le vendre. Ce jeu a beaucoup d'avantages, beaucoup d'attentes auprès des peuples congolais, en ce sens qu'il réunit, c'est un carrefour des jeunes talents et créateurs des œuvres et beaucoup de performances. Et ce jeu va laisser pour la RDC beaucoup d'infrastructures, que ce soit sur le plan culturel et sur le plan sportif. Et ce jeu, en prélude de d'autres événements, que ce soit culturel ou sportif, va faire de telle manière que la RDC puisse devenir un pays phare selon la manière dont il va organiser ces jeux et la manière dont toutes les choses vont être canalisées. D'abord, on a remercié tous les hommes politiques de notre pays qui se sont battus bec et ongle pour que ces jeux puissent nous être octroyés. Nous avions ici l'intention de remercier très sincèrement le Premier ministre qui s'est investi personnellement, d'abord ici au pays, en prenant l'engagement de ces jeux ici au niveau national et qui a suivi son engagement jusqu'au niveau de Paris pour la défense de ces jeux ici. Organisé par Southern Africa Resource Watch, SARWA, une organisation internationale spécialisée dans les questions de ressources naturelles de l'Afrique australe, l'Alternative Mining Indaba 2019 réunit les opérateurs miniers et experts du secteur venus des différents pays et des provinces minières de la RDC. Le directeur exécutif des SARWA, Claude Kabemba, a circonscrit les contextes sociopolitiques de ces travaux dont les recommandations sont très attendu. Quant au conseiller principal du chef de l'État au Collège des mines, Ablavi Michel Eboma, a encouragé les participants à poursuivre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faire du secteur minier congolais le levier de l'économie du pays. Nous tablons sur l'an 1 de la modification du Code minier de 2002. C'est au nom de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que nous tenons le crachoir pour rassurer à tous les opérateurs du secteur minier de l'engagement de ce dernier, réitéré à plusieurs reprises, à marcher ensemble, à partager et à échanger avec tous et chacun dans le but de mettre tout le monde à l'aise, tant les industries minières, les petites mines que l'État congolais. Ouvert par le directeur des cabinets du ministre des Mines, Valérie Mukasa, ces travaux se tiennent au Pullman Hotel du 9 au 11 juillet 2019. La conférence des présidents des regroupements politiques membres du FCC a tenu une réunion plénière axée sur la poursuite de ces délibérations relatives à la désignation des candidats du FCC au bureau du Sénat. Après débat et délibération, la conférence des présidents a constaté ce qui suit. 1. À ce jour, les regroupements éligibles au ticket du FCC au bureau du Sénat ont été désignés et qu'à partir de ce mercredi 10 juillet 2019, il sera pourvu à la désignation des personnalités devant représenter la famille politique FCC au ticket. 2. La conférence des présidents a pris bonne note de l'évolution positive des consultations entamées auprès des honorables sénateurs en vue d'obtenir leur adhésion à ces tickets
porté par l'honorable sénateur Alexis Tambwe Mwamba. 3. La conférence des présidents a constaté cependant, avec regret, qu'en dépit des efforts fournis et de l'indulgence consentie à l'endroit de l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui avait pris l'engagement de reconsidérer sa position, tendant à présenter une candidature concurrente et de respecter les décisions pertinentes prises par la conférence des présidents en date du 8 juillet 2019, le sénateur Modeste Bahati est passé outre et continue à poser des actes qui portent gravement atteinte aux intérêts politiques du Front commun pour le Congo. 4. Que de ces faits, considérant son comportement récidiviste, le précité, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, s'inscrit dans une position d'auto-exclusion. De ce qui précède, vu les dispositions pertinentes de la charte et de l'acte d'engagement du FCC, la conférence des présidents décide ce qui suit. 1. La mobilisation générale de tous les honorables sénateurs autour du ticket du FCC qui sera porté par l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. 2. La suspension à durée indéterminée de l'honorable Bahati, responsable du regroupement politique AFDCA du FCC. 3. Par conséquent, il est demandé aux cadres et élus du regroupement AFDCA de présenter à la coordination du FCC un nouveau leadership devant représenter leur regroupement auprès des organes du FCC. 4. Le chef de regroupement réaffirme leur loyauté à l'autorité morale du FCC, l'honorable sénateur Joseph Kabila Kabange, et renouvelle leur attachement aux idéaux portés par le FCC. Ainsi fait à Kinshasa le 9 juillet 2019.